Mais tu utilises toujours Opus Clip ou bien? T'en as un J'utilise autre? toujours Opus Clip. Ok. Toujours Opus Clip pour faire les shorts, mais quand il y a trop de bruit, j'utilise Adobe. Pascal, on est en live. Salut Younes. Salut Pascal, notre discussion off, elle s'est prolongée. Danse avec les loups aujourd'hui. Bah, Kevin bien sûr. Costner, t'en Alors, prie, vas-y. il faut faire une intro pour les plus jeunes, hein. Kevin Costner, probablement que les plus jeunes, ils ignorent tout de ce jeune homme. C'est donc un grand acteur du cinéma hollywoodien. Et puis, il y avait un film, si je me souviens bien, c'était un Indien. Tu l'as vu, toi, ce film? Je l'ai vu, mais il date Attends, on doit contrôler, hein. On 1990, un truc comme contrôle. ça. Danse. 1990. Ouais, Danse ouais, 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 avec les ouais. loups. Les loups. C'était l'histoire Kevin. d'un officier nordiste décoré de la guerre de sécession. Non, mais attends, Kevin, il est quoi? Ah, bah voilà, non, c'est pas un Indien. Je me disais, mais quel casting. Donc, oui, oui, oui. Donc, C'est un Indien dans la ville, ça. voilà. C'est autre chose. Donc, Kevin Costner, Danse avec les loups, une histoire de loup. Très, très... Je m'en souviens pas des masses, je pourrais pas voter pour ce film, mais enfin, Pareil. ce qui nous a fait rire, c'est qu'en fait, Ursula von der Leyen, donc la présidente non élue de l'Union, de l'Europe ou l'Union européenne, je ne sais pas quel est le qualificatif exact, juste au moment où en fait l'Europe est en train de perdre la guerre en Ukraine, juste au moment où l'industrie automobile s'effondre. Enfin bref, il y a les tarifs avec les États-Unis, donc on a des dossiers, on va dire. Et là, elle fait un post sur X où elle explique que l'Europe va légiférer pour la gestion du loup en Europe. Alors, je me suis d'abord, comme toi, j'ai trouvé ça complètement absurde. Hein, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est euh, ridicule. On bah, veut tous sauver les loups, mais dans ce contexte si particulier, c'était une parenthèse abominable. Ouais, alors ça sonne comme tu disais un peu avant, c'est presque un écran de fumée pour essayer de détourner l'attention, mais je ne le pense même pas. À mon avis, 99% du temps, c'est vraiment la bêtise qui est la bonne explication. Donc voilà, c'était prévu, il y a eu une conférence de presse, ils ont balancé le truc sur la régulation du loup. Et ce qui m'amuse, si tu veux, c'est d'observer en fait le principe qui est à la manœuvre. En fait, bon, l'Europe, allez, c'est quand même assez grand. Il y a la Pologne, il y a la Slovénie, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, je ne sais pas exactement où il y a des loups, mais il doit y en avoir un peu partout. Et puis, on peut s'imaginer qu'en fait, la gestion des populations de loups, ça requiert un dialogue entre les éleveurs, ceux qui sont plutôt pour protéger la nature. D'avoir des grands prédateurs, c'est toujours très bon pour un écosystème. Donc, personne n'est réellement contre. Mais si tu promènes tes moutons puis qu'ils se font tous croquer, c'est très ennuyeux. Donc, en fait, il faut inventer un vivre ensemble plus fin, rentrer dans la complexité pour pouvoir gérer les populations de loups. Et puis, il s'agit de savoir quand est-ce que tu as le droit d'en tuer un ou pas. Et ce qui m'a fait péter de rire, c'est que ça montre en fait ce qu'est l'Europe aujourd'hui. C'est une espèce une grande équipée d'administratifs à Bruxelles qui fabriquent du droit parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Ils n'ont pas réellement de budget ni réellement de pouvoir. Donc, on a perdu la guerre en Ukraine. Bon, alors là, on ne fait pas grand-chose. De toute façon, personne ne nous écoute. Par contre, comme ils s'ennuient, puis qu'ils sont quand même, je ne sais pas combien ils sont en tout, mais d'ailleurs du monde, ils produisent du droit. Et ce qui est intéressant, si on se pose la question de savoir, parce que tout le monde est pour que le loup soit réintroduit, personne n'est pour que les bergers perdent leur troupeau parce qu'ils se font croquer par le loup. Donc, en fait, il faut faire des lois et les appliquer. OK, cool, tout le monde est d'accord. Mais ce qui est absolument passionnant dans cette affaire, au-delà du moment qui est piquant, c'est de constater qu'il n'y a aucun principe de subsidiarité. Je peux m'imaginer qu'en Slovénie ou en Ukraine ou en Pologne ou en Allemagne ou peu importe où, là où il y a des loups, la sensibilité sera différente, le nombre d'anicroches avec les locaux et les éleveurs sera différent, etc., etc. Il y a des pays qui sont plus vastes que d'autres. Donc, en fait, de penser une loi au niveau européen, je ne sais pas si tu vois le niveau de délire que ça requiert. Il faut des discussions et des discussions. Il faut commander des rapports. C'est complètement absurde. Et le principe de la subsidiarité qui marche si bien en Suisse, c'est que tu pousses la décision à l'étage le plus bas. Donc, à l'évidence, en fait, un pays, c'est déjà. Il ne faut pas aller plus haut que le niveau d'un pays pour légiférer sur la gestion du loup.
d'accord? C'est un ensemble démocratique. Il n'y a absolument aucune raison de le faire au niveau européen, si ce n'est qu'en fait, ces gens, en Europe, ils s'ennuient. Et en fait, c'est ça le problème, parce que je trouve très, très piquant. On sent tous qu'en fait, si on fait une loi pour réguler la population des loups au niveau européen, ben, on va y aller au bazooka. Ces pays ne sont pas comparables. Il faut pousser la gestion du loup plus bas, et pourtant, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que c'est comme ça qu'ils acquièrent du pouvoir. Donc, en fait, c'est vraiment un apparatchik qui produit des législations, et comme elles sont produites au mauvais endroit, ça ne pourra pas fonctionner. J'y crois pas une seconde. Puis on voit un peu à quoi ils s'occupent, hein, quelles sont leurs priorités, ce qui est effectivement assez effrayant. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. Écoute, moi, je suis pas allé aussi loin dans cette réflexion. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que 2, 3 jours avant, elle parlait de son plan de réarmement à 800 milliards et que Macron disait que Poutine était aux frontières. Et donc, justement, ma petite théorie derrière, est-ce que c'est une diversion? Parce que c'est un peu comme l'histoire des 3 petits cochons, tu vois. Tu racontes ça à tes enfants pour les endormir ou tu apprends ça à l'école et tout. Mais là, tu te Les gars, dis. on va se faire blacklister par YouTube. Non, mais Tu transformes notre podcast en moment érotique, l'histoire des 3 petits cochons. J'espère que tu racontes pas ça à tes enfants. Younes, reprends-toi. non, non, c'est bien avec le grand méchant loup qu'on Hein. pourrait appeler Van der Leyen et tout. Mais pour moi, c'est aberrant. Et je me dis, voilà, t'as Macron qui t'annonce que Poutine veut s'emparer de l'Europe, qu'il faut se réarmer, 800 milliards elle aussi. Et puis il y a cette parenthèse. Donc je me dis, est-ce que vraiment c'est pas une diversion ou est-ce que vraiment il se moque de nous, quoi? Parce que si c'est sa préoccupation et puis ils en parlent, tu vois, si on extrapole à un moment donné, parce qu'il y a vraiment des grosses annonces et on en parlera après, mais Non, en mais gros, là, là, on est presque proche d'une troisième guerre mondiale et puis on te parle du loup, quoi. non, mais moi, je pense que là, vraiment, c'est vraiment la bêtise et l'incompétence qui explique. C'est de loin la meilleure explication. On se met dans leur peau 5 minutes. Ce truc du loup, ça fait partie, c'est certainement prévu, si tu veux. Ça fait des années qu'ils débattent, etc. C'était donc prévu. Comme tu es fidèle à tes engagements pour la relouification, enfin bref, tu vois, tu ne peux pas envoyer un mauvais signal et puis laisser tomber cette biodiversité, donc tu y vas indépendamment du contexte. Et puis peut-être, pas sûr, mais une hypothèse qu'on pourrait émettre, c'est qu'en fait, ils font leur conférence de presse, ils disent, voilà, on va mettre 500 milliards ici, 800 milliards là. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils pondent des lois et ils font des conférences de presse. C'est ça, en fait, C'est leur métier, ouais. c'est ce qu'ils font. Donc, ils produisent du droit et ils l'annoncent. Et en fait, peut-être que dans un politicien de haut rang en Europe, quand tu annonces que tu vas mettre 800 milliards, tu as l'impression que tu l'as fait. C'est fait, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. émotionnellement, hein, si on se met dans la peau du personnage, tu es là, tu arrives, tu ouvres même plus la porte de ta voiture, on te l'ouvre, tu n'ouvres plus une porte, tu reçois ta petite fiche, tu viens, tu annonces les milliards. Puis c'est fait, job done. Donc, Ouais. moi, je pense qu'on peut imaginer un monde dans lequel des gens qui ont une vie, mais qui est complètement éthérée, qui n'a rien à voir avec la nôtre, c'est une vie, je pense qu'on a du mal à imaginer, mais en tout cas, je pense qu'ils sont dans un cercle de confirmation. Ils ont toujours des gens autour d'eux qui se disent, ah, vous étiez très bien, bravo. J'étais comment à la conférence de presse? Ça t'a plu? Oui, ta voix était très bien posée, merci. Donc, tu vois, ils sont entourés de tout un staff qui les coach. Et en fait, leur boulot, c'est de faire des annonces. Et du coup, une fois qu'ils ont fait l'annonce, c'est fait. Le fait que ça ait un impact sur le réel, ça semble pas trop imprimé. Et ils ne semblent pas se sentir très responsables des annonces qu'ils ont fait il y a quelques années. Ouais. Ça Euh, me fait penser, justement à un ami qui avait énormément d'expérience dans le consulting. mhm. Et il me disait que quand tu vas chez un client, le plus important, c'est le début et la fin, ce qui se passe au milieu, on s'en fout. Et en fait, au final, c'est un peu ça, quoi. C'est les annonces qui priment et puis derrière, s'ils réalisent leur plan, s'ils arrivent à lever les 800 milliards, c'est bien. Sinon, au moins, ils les ont annoncés. Oui. Et tu diras à ton pote qui est consultant que c'est un truc que Johnny disait, Johnny Hallyday.
C'est vrai. Il disait, tu peux Moi, il me arriver l'a dit, raide. c'est un anglophone qui m'avait dit ça. Non, Johnny, on retrouvera la vidéo. Hyper bien. Il dit dans une interview, en fait, bon, parce que le journaliste lui dit, bon, vous avez quand même pas mal consommé et tout, comment vous faisiez pour les concerts? Bon, de toute façon, les gens, ils sont complètement cons. Ce qui compte, c'est le début et la fin. Au milieu, on s'en fiche. J'ai trouvé ça merveilleux. Quel Ouais, il grand n'a pas homme. tort. Oui, Ce que je oui. trouve merveilleux, c'est que je ne pensais pas qu'un jour on allait parler de Johnny Hallyday dans notre podcast. Maintenant, c'est fait. Oui, et maintenant, on va nous prendre pour des fans Grave. die-hard. C'est pas du tout le cas. On a parlé de Mais Danse avec les loups, film de 1989 de Johnny. Younes, c'est très mauvais, On va ça. avoir une audience de 83 ans. C'est très mauvais. On n'est pas bon. On doit avoir des rêves plus récentes. Tu sais que faudrait peut-être qu'on coupe au montage, hein. Enfin, Non, pour les auditeurs, c'est que nous, on fait tout d'un coup, il n'y a pas bien il y a sûr. pas d'editing ou autre. Enfin, il n'y a pas de montage. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on commence. S'il y a une IA qui fait ça, ça ok. On le fait, sinon on le fait pas. Ouais, Bah, ouais, d'ailleurs, on laisse. il y a le CEO d'Anthropic, en parlant d'IA, pour faire une petite parenthèse. Je crois que nos auditeurs, ils sont pas fans de l'IA, mais ils sont plus fans de Johnny et Danse avec les loups. Il a annoncé que d'ici 3 à 6 mois, 90% du code allait être fait par de l'IA. Et d'ici une année, quasiment 100% de la programmation sera faite par une IA. Enfin, ça avance trop vite. Bon, restons calmes. Oh là là, tu me... La bonne réponse, c'est un mot allemand, c'est Jein. C'est Ja und Nein, c'est les deux. Je pense, alors, si tu regardes les choses à 10-15 ans, ça va avoir un effet absolument massif sur le job de programmeur comme on l'entend aujourd'hui. C'est évident, d'accord? Par contre, la vitesse à laquelle les entreprises vont adopter ces technologies, il y a des tas d'entreprises qui vont attendre de mourir avant d'évoluer, parce que c'est très difficile de faire évoluer une boîte. Donc, en fait, ils vont garder leurs immenses teams de développeurs, ils ne vont pas adopter ces nouvelles technologies, mais ça leur prendra peut-être 10, 15 ou 20 ans pour mourir. Donc, si tu veux, le loup est déjà au-dessus du canyon, mais tant que tu n'as pas regardé en bas, tu ne tombes pas. Tu vois, donc il ne va rien se passer pendant un moment, puis après, tout d'un coup, oh my goodness, et tac, et là les gens tombent. Donc, je pense qu'il y a deux aspects importants. Le premier, c'est que la taille moyenne des entreprises dans l'économie du savoir, elle va fondre. On va passer de, je ne sais pas, 1000 à 50-60. Pour rappel, Telegram sert 1 milliard de clients avec 30 employés, donc ça va fondamentalement changer. La taille des entreprises, elle va en moyenne fondre absolument dramatiquement. Et puis le deuxième point, c'est que la taille des équipes qui développent du software, elle va fondre dramatiquement. On peut appliquer la Ouais. règle, je ne sais plus si c'était Eric Schmidt, non, c'est Jeff Bezos. Il dit, s'il faut plus que 2 pizzas pour nourrir une équipe, c'est trop. Ouais, c'est D'accord? vrai. Si tu payes une pizza le vendredi ou le samedi, parce que la pizza, tu payes que quand ils viennent travailler le samedi, ben, s'il faut plus que 2 pizzas, c'est que l'équipe est trop grande et c'est évident que si tu as, mettons, allez, entre 3 et 5 ingénieurs qui sont vraiment bons, ben, tu fais déjà mais des kilomètres et des kilomètres. Par contre, c'est vrai que à l'époque de Kevin Costner, de Danse avec les loups et de Johnny Hallyday, la plupart des programmes, des projets informatiques échouaient, ça coûtait des millions, des dizaines de millions, voire plus, ça durait des 6 mois, 1 année, 2 années, 3 années. Donc en fait, c'est clair qu'un projet qui implique entre 10 et 100 personnes et qui dure 3 ans, c'est un désastre, c'est l'autoroute valaisanne. C'était comme le projet... C'est comme le fameux projet de Lidl et puis SAP. Ouais. Lidl, ils voulaient partir sur un autre ERP. Ils ont dépensé 500 millions, 7 ans, 1000 consultants. Et au final, ils n'ont rien fait, quoi. Ben, alors, SAP, c'est un peu une autre camelote parce que Tu connais bien, toi, un SAP. Ouais, bien non, mais disons, SAP peut-être pour les auditeurs, c'est un ERP, donc c'est un ensemble de consultants et de plateformes informatiques qui permettent d'organiser la production. Il faut imaginer un Lidl, il faut que les salades, elles arrivent tous les jours ou tous les 2 jours, il faut que les chocolats, ils arrivent à un autre moment, il faut que quand les gens qui gèrent le magasin disent qu'ils n'ont plus de tel et tel produit, ça fasse partie de la livraison du prochain camion. Ben, SAP, c'est un machin
qui prend toutes ces considérations-là et qui fait en sorte qu'il y ait un réassort qui soit proprement effectué dans tous les magasins. Donc, c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire, surtout pour des biens de consommation qui ont une durée de vie qui ne sont pas énormes, comme par exemple la viande, les fruits et légumes, ça ne se conserve pas énormément de temps. Probablement qu'ils ont un process différent pour le papier toilette, mais par exemple, si tout d'un coup c'est le Covid et que tout le monde doit s'acheter des kilos de papier de toilette parce que c'est la fin du monde, tu sais, comme il y avait eu la ruée vers les rouleaux de papier toilette, Exact. ben là, tout d'un coup, il faut plus de camions, plus de livraison de papier de toilette et tu peux augmenter les prix. Donc, le SAP, enfin, les ERP en général, ça permet de gérer ce genre de choses. Et ce sont des implémentations qui sont compliquées. Alors, je ne suis pas sûr que SAP ils vont être remplacés si tôt, parce que dans une entreprise qui fonctionne, passer d'un ERP à l'autre, entre Ah non, tu le ça et fais la pas. mort imminente, Trop risqué. c'est chaud. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ça coûte très cher. Mais c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire. Donc, je ne pense pas que SAP ils vont être remplacés de sitôt, mais ça veut quand même dire que maintenant, tu peux avoir des équipes beaucoup plus. Tu veux, il y a 10 ans, si tu voulais faire un logiciel, quelque chose d'un peu costaud, il fallait entre 5 et 10 personnes pendant, 10 personnes pendant 2 ans. Et là, il y avait un morceau de logiciel qui était intéressant à la fin. Et maintenant, tu peux faire ça à 2 ou même seul en un mois. C'est une révolution du point de vue de la vitesse de développement et ça veut dire que le travail de l'ingénieur software, enfin le développeur, ça passe de connaître les librairies obscures de Python que toi tu connais parce que tu t'es mis à Python, mais euh, le, le, ça devient moins un sujet. Par contre, ça devient un peu plus un product owner, quelqu'un qui va dialoguer avec les utilisateurs pour essayer d'ajuster le logiciel et puis qui va prompter une IA qui va coder. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, coder, c'est en fait une traduction. D'accord? Quand on traduit du français à l'anglais, si vous essayez avec Google Translate, avec ChatGPT, avec ce que vous voulez, vous voyez bien que ça marche formidablement bien. Ça traduit des livres entiers en un rien de temps. Il y a 10 ans, c'était, 15, 20 ans, ça marchait ça fonctionnait simplement pas. Ben maintenant, tu vas de n'importe quelle langue en n'importe quelle langue, pratiquement en temps réel avec les IA de dernière génération, avec la voix. Hein. Et moi, alors, ma prédiction, c'est qu'Apple, ils vont l'intégrer aux AirPods, puis tu pourras entendre n'importe qui en temps réel traduit, et c'est ce qui arrive avec le code. Mais il restera quand même la nécessité d'avoir quelques personnes qui comprennent un peu ce qu'elles font pour Qui au moins contrôle. voir si l'IA elle a fait ce qu'on lui avait demandé. Il y a tout l'aspect de la cybersécurité qui est pas si simple à appréhender. Il faut quand même un certain contrôle. Je crois pas que, si vous voulez, il faut pas voir l'IA comme on va avoir une IA qui nous design un nouvel avion. Pim poum pam, ça sort des lignes de production, on se met dedans et on part aux Maldives. Il va quand même falloir faire 2, 3 contrôles. Mais c'est vrai qu'en termes de développement logiciel, ça change complètement la donne. Complètement. Tu as une combinaison qui est assez intéressante que je vais tester. C'est donc avoir la partie de code qui est faite par Grok, Mhm. donc l'IA de XAI, et puis après tu le mets dans Replit. Ouais. Donc replit.com, replit.com, et puis ça te fait un site, ça te fait une app, et justement le CEO te disait bah tu fais ça, puis pendant que notre Replit, enfin le site te fait ton application, ton site, bah tu vas faire tes courses. Et Mhm. en fait, ça va vraiment être ça le futur. Donc, Ouais. j'imagine pour lancer un business, ça va être beaucoup, beaucoup plus simple. Mais la clé, elle va être dans vraiment comprendre le problème, les besoins des utilisateurs, des clients. Vu que la barrière d'entrée pour développer, bah, elle va être à zéro. Mhm. Maintenant, ça va être vraiment dans la compréhension des besoins. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il n'y a jamais eu un meilleur moment en fait pour lancer un business. Mais je dirais, il y a un peu tout qui est sous stéroïde. Si ton idée est un peu nulle, puis que ton business il est un peu pourri, ça va se voir plus vite. Tu vois, c'est comme, c'est comme en photo si tu augmentes le contraste. Ouais. S'il n'y a plus de Ça filtre. va. Tu sais, des gens qui lancent des business qui sont pas forcément d'une pertinence ahurissante, il y en a quand même pas mal. Hein.
Tu es C'est ce que d'accord? tu disais, tu prends la claque plus vite. Ouais, ce qui est bien. Tu prends ta Mm. perte, tu apprends et tu avances. Mais il y a aussi une autre app pour laquelle je veux faire de la pub, c'est lovable.dev. Dev. Lovable, Ah, on vient de m'en L-O-V-A. parler il y a une demi-heure avant. Ouais. PLE.dev, c'est hyper bien. Cursor, pour ceux qui connaissent, ils connaissent déjà, ça ne sert à rien de le dire, mais vous pouvez. Ce que ça veut aussi dire, c'est que si vous sous-traitez du développement informatique ou du développement software, si le mec il vous fait une offre qui est la même que celle que vous auriez reçue il y a 5 ans, c'est qu'il y a un souci. Ouais. D'accord? C'est pas OK. Ça doit coûter beaucoup, beaucoup moins cher et ça doit aller beaucoup, beaucoup plus vite. D'ailleurs, je pense que cette espèce de truc d'établir un cahier des charges, tu sais, ça c'est l'horreur dans le développement informatique. Tu établis un cahier des charges, le mec qui établit le cahier des charges, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut parce qu'en fait, il va le reconnaître une fois qu'il l'aura sous les yeux, mais tant que personne ne l'a fait, il ne peut pas le reconnaître. Ça rend les ingénieurs complètement fous qui pensent que ce type ne sait pas vraiment ce qu'il veut, ce qui est vrai. Enfin bref, il y a toute une espèce de jeu pour essayer de forcer les gens à faire quelque chose. Mais là, en fait, on a enfin la possibilité de faire des itérations hyper rapides, de semaine en semaine, ou pratiquement de jour en jour. Puis tu présentes chaque fois un autre truc, puis la personne te dit ah, ça, j'aime pas, tati, tata. Puis poum, tu reviens 3 jours après, puis tu en as une autre. Du coup, on ne fait plus de specs, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et je pense que c'est un très bon point. En fait, on a partagé avec vous quelques noms, quelques sites, parce que en fait, si on pour clore cette parenthèse IA et développement et start-up, c'est que ne comptez pas sur Ursula von der Leyen pour relever l'économie, ni Macron, ni autre. Donc là, vous avez vous mettez peut-être entre 20 et 50 balles par mois, et vous pouvez faire déjà énormément de choses. Ça nous amène sur l'annonce, la deuxième annonce qu'on voulait traiter justement de Mhm. Ursula von der Leyen, et elle va relancer l'industrie automobile. Est-ce qu'elle va bien le faire? Ça, c'est toi qui te mouilles. Non, mais c'est à mourir de rire. Alors, enfin, c'est pas drôle hein, pour nos amis qui Non, c'est sont pas drôle. C'est vrai, nous, on en employés rigole parce qu'on essaye on se marre parce de qu'on est rigoler de c'est tout. un rire nerveux. C'est un, d'accord, on est à Non, parce l'os que si là. tu as quelqu'un qui bosse chez Renault et puis Ouais, ouais. qui nous écoute nous marrer, non, non, on se moque Non, pas non, 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 non. de ça. C'est vraiment de C'est l'incompétence. c'est dramatique. Donc en fait, alors bon, bah, l'Europe, elle a mis en place ses objectifs 2025. Il y avait le patron de Michelin et de Renault qui expliquait qu'en fait, ils allaient commencer à prendre des amendes parce que les gens n'achetaient pas assez de voitures électriques. Bon. Donc, juste pour rappel, hein, le contexte. Donc, l'Europe, et c'est pas une mauvaise idée, elle décide que stratégiquement, il faut se diriger vers le véhicule électrique, ce qui pose deux grands défis pour les industriels. Le premier, c'est que il faut, en fait, une voiture électrique, c'est un iPad sur roue. Donc, il faut faire du software, chose qu'ils ne savaient pas bien faire. Donc, ils apprennent et tout, mais c'est pas si facile comme transition. Je dirais même que c'est terriblement difficile et qu'il y a toutes les chances qu'ils n'y arrivent pas. Voilà. Parce qu'il y a très peu d'entreprises dans le monde qui ont réussi à faire ce virage. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est qu'il faut pouvoir acheter des batteries, fabriquer des batteries qui sont performantes, qui ne prennent pas feu, etc. Donc, la chaîne de valeur des composants les plus chers d'une voiture électrique, elle est assez différente de la chaîne des valeurs d'une voiture à moteur thermique. Donc, en fait, c'est une double transition. Il y a l'effet ciseau. Et puis, donc, la transition, ils ont fixé ça il y a quelques années. Ils ont dit, bon, ben, les gars, on est volontaire, on veut le faire. Et puis, bon, ben, ils n'y sont pas vraiment arrivés. Il y a effectivement deux, trois petits soucis à l'Est en Europe. Le prix du gaz, enfin le prix de l'énergie a beaucoup augmenté. L'Allemagne est en train d'exploser sur pied parce que son industrie automobile, elle va pas réussir ça va juste se ratatiner par rapport à ce que c'était il y a 10 ans, c'est sûr et certain. Ils vont pas en sortir comme ça. Donc en fait maintenant, et ça m'a fait tellement rire parce que l'Europe qui a pas précipité la chute de l'industrie automobile européenne, mais pas loin, d'accord, avec leur loi à la con. Maintenant, en fait, ils changent leur fusil d'épaule, puis ils disent non, on va un peu aménager. Donc, si tu veux, tchong, 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 tchong. Pour moi, je dirais, quand tu dis mais pas loin, pour moi, je dirais c'est eux qui l'ont précipité. Hein. Ouais, mais C'est comme moins Richard gentil que toi. Virenque au sommet du Mont Ventoux, à l'insu de son plein gré. Ils ont pas fait exprès, ils ont dit bon, allez, on fait ça.
Tu vois, comme dans un dessin animé vrai, boum, puis ils ont dit non, non, on va faire autrement. Et alors, Mais pourquoi je dis ça? Attends, juste parce qu'il oh, y a, vas-y, il y a vas-y, cette excuse. parenthèse où le mari de von der Leyen, justement, c'est un gars qui est dans la pharma, et puis elle a cette casserole où je crois qu'elle a même un procès, justement, avec le Covid et tout, et puis où elle s'est mis plein d'argent dans les fouilles. Donc on peut se dire, si on extrapole un peu, bah, elle aurait pu toucher aussi de l'argent de la Chine ou d'autres, si c'est politiquement correct de dire ça. Mais tu vois, elle n'est Non, pas toute non, nette, hein. j'y crois pas. Je crois pas que tu as besoin de payer les politiciens européens pour qu'ils fassent des âneries. C'est bien dommage. Parce que, non, mais c'est vraiment, ça, c'est vraiment angoissant. C'est Euh, pire encore. c'est bien pire. Ouais, Parce que, si tu veux, quelqu'un de corrompu, il y a deux avantages. Premièrement, tu as une manière de corriger, tu le payes plus cher. ouais, à faire C'est son Raymond taf. Reddington, dans cette excellente série de Netflix, il dit si jamais quelqu'un vous paye, moi je vous paye le tout. C'est un grand, un grand criminel. Mais bref, je m'égare. Non, je ne pense pas du tout. Je ne dis pas qu'ils sont blancs comme neige, j'en sais rien. Mais je ne pense pas qu'ils soient si corrompus que ça, ou alors ils ne comprennent pas trop comment. C'est un peu à la Peut-être marge. les deux. Ouais, mais c'est pas. Moi, je pense, et c'est beaucoup plus angoissant qu'ils sont pétris de bons sentiments. Vraiment. Et ça, c'est flippant. Parce que quelqu'un qui serait clairement corrompu, bon, ben, si la source s'arrête, ben, il change d'avis. Il a été au moins assez malin pour réussir à se faire corrompre. Mais là, moi, je ne suis pas sûr, Younes. Je pense qu'ils croient vraiment à leur propre bobard. Et ça, c'est inquiétant. Je pense Est-ce qu'ils qu'on sont peut, persuadés de faire un super job. on va demander aux auditeurs de nous laisser en commentaire Mhm. ce que vous croyez en fait. Est-ce que c'est corrompu ou c'est plus de l'incompétence ou c'est un mix et tout? Parce que souvent, ils ont des bonnes infos que nous, on n'a pas forcément. Donc, allez-y. Ouais, ouais, il faut vous lâcher. Et puis, ouais, il faut y aller. Et je t'ai coupé dans Non, ton... alors je reviens juste à ce document qu'ils ont publié en fait pour dynamiser la voiture. Donc en fait, c'est un PDF de 2 pages. Donc ça ressemble beaucoup à la boussole, tu sais, pour le digital. On est dans le même genre. Mais là, au centre, en fait, il n'y a pas une boussole, mais il y a un petit camion et une petite voiture pour indiquer qu'on est dans l'espace automobilistique. Donc en fait, ils disent, ils veulent faire une alliance des constructeurs européens pour arriver plus vite à la voiture autonome. Oh my goodness. Donc en fait, c'est Bruxelles qui fait des lois sur le loup en pensant qu'en fait la subsidiarité s'occupe pas. En fait, les mecs, les industriels européens de l'automobile, ils sont déjà comme ça. Ils sont déjà en PLS, ils font tout ce qu'ils peuvent. C'est des mecs qui bossent jour et nuit. J'en suis mais absolument persuadé. Ils ont mis en place des plans. Et maintenant, il y a l'Europe qui vient les aider. Mais là, c'est l'angoisse, tu vois. Je veux dire, c'est terriblissime. Il faut qu'ils arrêtent, en fait. Il faut qu'ils. On devrait leur dire, en fait, quand vous faites une loi, vous la touchez plus pendant 30 ans. Mais Ouais, c'est avant vrai. de la faire, il faut bien réfléchir, hein. Pas des espèces de petits PowerPoint, enfin de petits PDF de 2 pages avec des boussoles et mais Et c'est ce que disait Florent Ménégo, hein, le patron de Michelin. Il disait que chaque année, ça change en fait. Ouais. Et que c'est un gros problème. Donc au final, faites une loi et arrêtez, stop. Et moi, je pense que ce qui va se passer, ça va être bien plus difficile que ça. C'est que les entreprises qui veulent survivre, en fait, elles vont se développer en Chine et aux États-Unis. Ils ne vont pas rester en Europe. No way. Renault disait ça, que leurs meilleures, et Michelin aussi disait leurs meilleures usines, elles sont en Chine. No. Et c'est ce qu'ils signalaient à l'occasion de cet entretien. C'est sûr, avec un truc pareil, mais Ah, tu tu, te dis, tu, tu ça fait comme quittes. ça. Donc, s'il veut, dans 3 mois, ça rechange, dans 3 mois, ça rechange. Moi, alors, c'est sûr et certain, les mecs, ils ont tous un plan en préparation pour garder une espèce de HQ en Europe. Je sais pas, une jolie villa Un ou peu de R&D, et puis ouais. non, non, Un un petit tout peu, petit mini peu, pour brouiller les pistes. mais c'est- mais ils peuvent pas, si tu veux. Comme ils sont dans un ensemble qui régule le loup au niveau le plus élevé, puis qui régule l'avenir de la technologie, de la mobilité au niveau le plus élevé, qui change d'avis comme de chemise. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les gars? La seule chose qu'ils peuvent faire en industriel averti, c'est conclure qu'en fait,
l'Europe est complètement dysfonctionnelle, qui change d'avis comme de chemise, que tu peux plus faire tourner une industrie dans ce contexte, et puis tu te barres. Point. Ouais. Pas plus compliqué. Et je pense. Mais c'est triste, hein. À part ça, c'est pour les employés, pour les Ah oui, gens qui vivent de ça et tout. ouais, ça Tu vois, c'est. ils parlaient de vouloir sauver une fonderie, ils voulaient faire plein de trucs et au final, Hmm. tu peux pas, quoi. Parce que soit tu mets la clé sous la porte, soit tu vas ailleurs et puis au moins tu es sûr de pouvoir avoir ton business qui reste pérenne. Bah ouais, c'est moche. Je dis pas que c'est pas moche, je dis que les patrons de ces entreprises, ils peuvent pas faire autrement. Parce que c'est un contexte qui est ingérable. Tu peux pas. Ils peuvent pas prendre ce risque. Je suis persuadé qu'ils sont en train de mettre en place des plans. Parce que, si tu veux, à force qu'on te dise qu'en fait, ça va aller mieux, puis que ça va dans un sens et dans un autre, il y a un moment, tu, tu peux pas juste rester comme ça, comme une biche en face d'une voiture qui arrive sur toi. Ça va pas. Ils vont devoir agir. Tu vois, ce qui est fou, c'est que je me dis, tu vois, à notre niveau, donc voilà, un petit niveau, on est là, on est choqué et tout, mais imagine quand tu gères Renault, tu gères Michelin, tu gères enfin, Volkswagen, etc., puis tu vois l'incompétence et tout. Les mecs, ils doivent tomber des nues, quoi. Ça doit être flippant, tu te dis. Bon, bon, non, non, moi je pense pas que c'est flippant en fait. Le PDG de Renault et celui de Michelin, ils ont fait l'effort de venir expliquer dans une commission en termes extrêmement choyés et polis quel était l'état de l'art. Après, si personne n'écoute, personne n'écoute. Euh, mais eux, ils ont un business à faire tourner, donc ils vont garder une petite partie en Europe juste pour avoir l'air OK-ish. Et en général, quand tu fais un truc comme ça, tu rachètes une usine, un site de production, etc. Tu sais déjà qu'en fait, il y en a un des deux qui va disparaître, et puis tu dis oui, oui. Tu fais des discours. Les chefs d'entreprise aussi Mm. savent faire ça. Mais en général, ils savent ce qui va se passer après. En tout cas, ils en ont une intuition où ils introduisent dans le discours les quelques éléments qui leur permettent de sortir après. Et je ne vois pas comment euh, si le veut, globalement, ce qui se passe, c'est que l'Europe, ça devient une zone économique en chute libre, en tout cas par rapport aux États-Unis, c'est évident. Sur les 10-15 dernières années, on n'a pas de croissance par rapport aux US. Maintenant, on devient clairement une dépendance des US et on sera entre le marteau et l'enclume entre la Chine et les États-Unis. Donc, c'est pas bon du tout. Euh, Mm. et si on se souvient, tu sais, il y avait toutes ces histoires avec les médecins qui étaient formés en Roumanie, qui forment d'excellents médecins. Pour les auditeurs, les Roumains sont des gens très intelligents, très agréables, grande civilisation, grande culture. Très smart, Et, hein. et en Très, très fait, smart. nous, en tant que Suisses ou Français, ça ne nous dérangeait pas énormément que ces médecins roumains ils viennent ici. Non. C'est la libre circulation, en fait. Si les médecins en Roumanie préfèrent venir à Genève, pourquoi pas? Bah, maintenant, ce qui va arriver à l'Europe, c'est la même chose. Mais vis-à-vis des États-Unis, de la Chine, de Dubaï, etc. Et j'espère que la Suisse saura se positionner de manière habile pour être une espèce d'aimant secondaire à talent dans l'Europe. C'est sa seule chance. C'est ça qu'il faut qu'elle fasse parce qu'elle offre des conditions de vie qui sont un peu plus prospères, une sécurité un peu meilleure, etc., une plus grande liberté avec la démocratie directe. Mais il ne faut pas oublier que la Suisse, elle est quand tu es dans un espace, tu te compares toujours aux choses ou aux gens qui sont autour de toi. Donc la Suisse, elle est entourée de pays qui s'enfoncent et on va avoir l'impression que tout va bien. Mais il faut aller à Shanghai, à Austin et à Dubaï et comparer le dynamisme de ces endroits, si tu veux. Et je pense il faut vraiment se remettre dans le pouls du monde. Justement, pour faire un zoom sur la Suisse, comme moi je suis basé à Genève, toi tu es basé dans le canton de Vaud. On ne divulguera pas ton adresse. On fait un petit zoom. Avant, en Suisse, on jouait la Ligue des Champions. Maintenant, on joue plus la Coupe UEFA avec des équipes de seconde, troisième zone. C'est intéressant. Tu m'as partagé un article justement, comme quoi les États-Unis ont mis la Suisse sur une blacklist. Donc, pour nous définir comme un pays aux méthodes commerciales déloyales. Oui, C'est impressionnant. non, mais on se barre, mais c'est pas très fun parce que en fait,
ils ont pris la liste des pays qui importaient énormément aux États-Unis, puis ils ont dit, bon, ben voilà, c'est-à-dire que la Suisse importe plus aux États-Unis que les États-Unis n'importent en Suisse. Alors, avant ce truc du business déloyal, on était déjà sur en Promotion League ou en ligue inférieure concernant les chips pour l'IA. Donc, ça veut dire Ligue que amateur. ouais, Ligue Ligue amateur. amateur, on était Ligue amateur. Là, c'est le FC Chaland. Non, on ne veut pas blâmer un village en particulier, mais contre Puydou. Non, mais on veut blâmer personne, mais c'est vraiment ça. Et on n'est pas du tout dans la Champions League. Ça veut dire que la Suisse, avec tous les bons services qu'elle fait, malgré le fait qu'elle ait fait cette immense erreur en fait, de sanctionner la Russie, elle est quand même dans la Ligue B des importations de chips IA. C'est très frustrant. Et il y Et a c'est révélateur aussi, frustrant et révélateur. Ben oui. Pourquoi on n'a plus le droit en fait, mis à part l'aspect confiance et tout? Est-ce qu'ils veulent nous freiner pour pas que la Suisse on se développe comme on a quand même le PFL, le TH et tout, ou est-ce que c'est juste Non, c'est du business. En fait, ils regardent des tableaux de chiffres dans Excel. Hein. Et puis, la Suisse, c'est un des plus gros investisseurs aux États-Unis. C'est un pays qui se porte bien, qui est, la BNS, elle investit beaucoup, la Banque nationale suisse, elle investit bien beaucoup dans sûr, le marché américain. qui est pas dans l'Europe. Et puis, en fait, c'est un bras de fer. Moi, je pense que Trump, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il met en place un rapport de force qui est différent parce qu'en fait, les alliances au niveau mondial sont en train de complètement changer. C'est énorme ce qui se passe. On vit le bouleversement géopolitique le plus grand que. Pardon. Non, alors je trouve quelque chose de super intéressant dans ce que tu dis, c'est que il y a un bouleversement et depuis quelques mois, on dit vraiment que la Suisse a perdu de sa neutralité. Donc elle est plein derrière l'Ukraine, donc ils ont pas mal aussi critiqué ouvertement Trump et tout. Est-ce que tu te dis c'est un peu une punition ou est-ce qu'on est vraiment insignifiant? Oui et non, c'est Jeffrey Sachs, il disait c'est dangereux, c'est très dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais c'est bien plus dangereux d'être leur ami. D'ailleurs, l'Ukraine, ils les ont utilisés, ils les jettent comme une vieille chaussette. Mais si tu veux, c'est pas un truc nouveau, on le savait déjà. Donc voilà, je pense que la Suisse a commis une énorme erreur en croyant qu'elle devait prendre parti. Je pense que c'est une erreur historique. Je pense qu'on saura la corriger. Mais Donc on a bafoué l'aspect de neutralité, hein. Ça c'est sûr, ah on est oui, c'est d'accord. sûr, mais bien sûr, mais avec ces sanctions économiques, donc ce immense erreur, on se coupe du dynamisme économique et de la prospérité grandissante des BRICS, etc., etc. C'est vraiment une ânerie, mais on est dans l'ère de la bien-pensance. En fait, faut dire des trucs qui font bien, quoi. C'était comme pendant le Covid, si tu aimes tes grands-parents, tu vas pas les voir à Noël. Bon, bah, les grands-parents qui sont Ah oui, morts c'était d'ici là, horrible c'est un ça. peu moche parce qu'on aurait pu leur dire au revoir. Donc, je pense qu'on est dans un moment où ce qui compte, c'est de signaler sa vertu. Donc, en fait, on ne supporte plus d'être adulte. On va vers une société, en fait, infantilisante et infantilisée, qui est faite de petits chérubins qui gambadent. Et puis, bah, les enfants, ils sont pour, ils sont contre. C'est extrêmement manichéen. C'est tout noir, c'est tout blanc. Il y a le juste, il y a le mal. Alors que dans la il y a que des grilles, il y a plein de gradations de ce qui est bien ou pas bien, et on n'est pas du tout obligé, rien ne nous oblige. La raison, elle permet en fait d'entrer dans une pensée plus complexe et plus fine, et je pense qu'on a absolument tort. Alors j'espère qu'on aura appris à l'aune de cet événement qu'il fallait être un peu plus fin. Bah, le plus grand partisan, il est parti, hein. Alain Berset, il était à fond là-dedans, il a réussi à choper un poste à l'UE. Donc là, Ouais. normalement, je pense que, comme tu dis, on va pouvoir corriger le tir. Je sais J'ai pas ce rien qu'il contre faut. lui, mais on a l'impression qu'il bossait pour l'UE à un moment donné. Franchement, j'en sais rien. Je les connais pas. Je, je regarde en fait les résultats. Mauvais. On a pris 5-0, quoi, tu vois. On aime le foot dans cette émission. Là, on est à 5-0 à la mi-temps, donc c'est pas bon, quoi. Tu peux pas dire non, les gars, on change rien, on garde notre approche. Ouais, D'accord. ouais, c'est vrai. Là, il faut le pitch de Al Pacino dans excellent film. Ça date des époques de l'époque de Johnny. C'est Any Given Sunday. Vous tapez ça dans YouTube. Al Pacino, il est dans un vestiaire et il donne le meilleur pitch qui existe au monde pour tous les gens qui veulent entreprendre, diriger des entreprises. Tout est là.
Alors, c'est en anglais, bien sûr. Si vous ne parlez pas encore l'anglais, apprenez vite. Ça vous aidera pour aller en Chine, aux États-Unis. Si vous avez moins de 30 ans, vous devez déjà préparer vos bagages. Il faut y aller. Donc, Je suis Al d'accord avec toi, Pacino, Any 100%. Given Sunday, excellent. Ouais, et donc, justement, pour revenir à cette classification en deuxième division, donc tu veux rajouter quelque chose là-dessus Oui, parce que tu n'as pas couvert vraiment la partie on commerciale était déloyale. déjà mal C'est parce grave quand qu'on même. était dans la catégorie 2 pour l'achat de chips IA, ce qui n'est pas cool. Mais là, ça se corse. Alors, il y avait aussi une taxe sur l'aluminium, mais là, ça se corse parce que, en fait, si on se prend dans la tête les tarifs, c'est principalement la pharma, en fait, qui va souffrir. Alors, j'ai sorti des chiffres de la NZZ qui sont intéressants. La banque, c'est un peu près 6% du PIB en Suisse, ce qui est pas. À l'instant, on penserait que c'est plus que ça, hein. On a l'impression que les banques en Suisse, c'est genre un tiers ou un quart du produit Ouais, c'est intérieur vrai. brut, mais non, c'est plutôt de l'ordre de 6%. La construction, 5%. J'allais dire la pharmacie, non, mais l'industrie pharmaceutique, c'est aussi de l'ordre de 5%. Donc, c'est quand même assez important. Et ils exportent beaucoup, beaucoup aux États-Unis. J'avais chopé le chiffre, mais je ne le trouve plus. Mais bref, on a un excédent commercial. Puis la Suisse a évidemment rétorqué que les firmes américaines pouvaient vendre leurs médicaments en Suisse sans qu'il y ait de tarifs douaniers. Donc, peut-être on fait juste pour expliquer ce que c'est, parce que les tarifs, tout le monde fait semblant de savoir ce que c'est, mais en gros, il y a deux pays qui sont les États-Unis et la Suisse. Et puis, s'il n'y a pas de tarif douanier sur quoi que ce soit, on peut échanger des biens et des marchandises comme on veut. Il n'y a pas de taxes à payer au moment de l'importation dans le pays. Bien. Euh, et et typiquement, les pays mettent en place des taxes douanières ou des barrières tarifaires pour protéger tout ou partie d'une industrie. Comme par exemple, en Suisse, on fait toute une série d'efforts pour donner des sous à l'agriculture, pour qu'en fait, les agriculteurs suisses qui coûtent un petit peu plus cher qu'un agriculteur au Brésil, transport compris, donc les agriculteurs suisses puissent continuer en fait à gagner leur vie en cultivant la terre, en élevant des bêtes. Et ça permet en fait de maintenir un savoir-faire et une production locale de nourriture. Pourquoi? Parce que on se dit, bon, bah déjà, peut-être qu'on trouve ça bon. Et puis, on se dit que c'est aussi une question, un élément de sécurité parce qu'on a toujours la possibilité de fabriquer de la nourriture, ce qui est quand même important. Churchill disait qu'on est qu'à 3 repas de la guerre civile, donc ça m'a l'air d'être une bonne idée de faire en sorte qu'on ait à manger. Au-delà du fait qu'on a des produits plus frais et probablement un peu plus sains. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Donc, les tarifs douaniers, ça permet en fait de protéger un bout d'une économie suivant les conditions, etc. Et ce que Trump l'a fait aux États-Unis, c'est que lui, il a dit, bon, les mecs, ça va plus, il faut qu'il y ait des jobs aux États-Unis. Donc, en fait, si on prend l'exemple des voitures chinoises qui sont moins chères à produire pour toute une série de raisons, il dit, bon, ben, soit il interdit carrément leur import, ou alors il met une taxe de 50%, 100%. Ben, une taxe de 100%, ça veut dire que vous doublez le prix du véhicule. Si le véhicule il coûte 20 000 départ de la Chine, ben, il coûtera 40 000 aux États-Unis. Donc, d'une part, ça fait rentrer un impôt pour l'État, et puis d'autre part, ça protège les constructeurs de véhicules américains comme Chevrolet, Buick, je ne sais pas si ça existe toujours, Tesla et autres, qui en fait peuvent continuer à vendre leurs voitures parce qu'elles ne sont pas infiniment plus chères ou mettons 2 fois plus chères qu'une voiture chinoise. Mais maintenant, ce que fait le président Trump, et il l'avait annoncé, hein, c'est pas que c'est une nouvelle, donc on le savait déjà, mais en fait, il a pris la liste des pays qui avaient une balance commerciale qui n'est pas favorable aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est des pays qui en fait exportent pour un chiffre plus grand, parce qu'on peut s'imaginer que la Suisse et les États-Unis, ils échangent plein de biens et de services. Je sais pas, nous, on va exporter du gruyère, j'espère, quoi. J'espère pour l'Amérique. On Chocolat. importe des Tesla, enfin bref, il y a toute une série de va-et-vient des services, des assurances, etc. Puis on leur vend aussi des médicaments, donc Novartis, Roche, etc. Ben, les domaines où en fait les États-Unis payent à la Suisse beaucoup plus que la Suisse ne paye aux États-Unis, ça les embête parce que ça s'appelle un déficit commercial. Et du coup, ils mettent des barrières douanières. Donc,
bon, bah, lui, il y va un peu comme un bourrin. Il dit, bon, bah, voilà, c'est 25% partout. C'est pas tout à fait clair, en fait, de savoir si l'idée de Trump est bien ou pas. Moi, j'en sais rien. Je suis pas économiste et les économistes que j'ai écoutés sont pas d'accord entre eux. D'accord? Donc, je me prononce pas. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, si, par exemple, Younes, qui va bientôt devoir s'acheter une Tesla, parce qu'on est bientôt à 10 000 abonnés, ça, on l'a dit, hein, on va le faire, eh ben, il ne pourra pas acheter une Tesla parce que si nous, on rétorque aux tarifs douaniers des Américains sur nos médicaments par des tarifs douaniers sur les voitures et que ça double le prix de la voiture, ben Younes, il va faire la tête et il va se retrouver avec une BYD ou une Xiaomi. C'est ça qui t'attend, Younes. C'est une voiture chinoise. Ou un vélo électrique. Exactement. Donc, en fait, ces tarifs, en fait, ce sont des barrières d'honneur. Puis, bon, bah, je pense que la macroéconomique, elle est trop compliquée. En plus, il y a trop de reshuffle, de réorganisation des alliances géopolitiques. Il se passe trop de trucs. Je ne pense pas qu'on puisse prédire, en fait, si ça va être bien ou pas. Mais clairement, pour le gouvernement suisse, c'est quand même un gros sujet. Donc là, il va falloir qu'ils soient habiles, qu'ils négocient, qu'ils expliquent, qu'ils fassent ça. Et mon sentiment, c'est que Trump, il utilise ça, en fait, comme les alliances géostratégiques changent complètement, on va en parler peut-être après, il utilise ces tarifs pour secouer le cocotier et rediscuter les dossiers qui n'avançaient pas. C'est un petit coup de pression, en gros. Ouais, exactement. Et justement, pour parler de ce reshuffling, donc on a vu un peu ce qui se passe aux États-Unis. Il y a pas mal de boxons et tout, hein. Ils ont mis hier la plateforme X, elle a été hackée. Elon Musk a dit que c'était probablement, enfin, ils avaient reconnu des adresses IP en Ukraine et que ça pourrait être le gouvernement ukrainien. Il parle aussi souvent de George Soros qui déstabilise et puis sur fond de co-entraînement entre la Chine, la Russie et puis l'Iran. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus en fait. Tu veux commencer par quoi? Par le hacking ou plus la partie peut-être on commence par le hacking. Donc la première chose, c'est que en fait, la guerre économique, elle a toujours lieu. C'est pas un truc nouveau, en fait. C'est ce que font les chefs d'entreprise. Ils font ça. D'accord? Ils créent de la valeur, ils font en sorte de. Donc, la guerre économique entre États, entre entreprises, elle a toujours lieu, en fait. C'est pour ça qu'elles sont organisées comme ça, un peu comme à l'armée, et qu'elles utilisent le même vocabulaire. Donc, ce truc de bisounours où, en fait, on n'est pas là pour se battre, ni pour créer plus de valeur, c'est pas vrai, en fait. On a juste eu la vie facile pendant quelques années, mais ça n'a jamais été trop comme ça. D'ailleurs, le PDG de Michelin ou de Renault, ils viennent expliquer qu'en fait, ça chauffe pour eux. D'accord? Donc, c'est plutôt un sport de combat, on va dire, hein. Il y a l'espionnage économique, ça existe, etc. Donc, en fait, les entreprises, elles ont l'habitude, en fait, de devoir se battre pour survivre. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est en train de se passer maintenant à une échelle plus grande, c'est qu'en fait, il y a une guerre en Ukraine qui a été, on va dire, qui aurait été facilement évitable avec un petit peu de vista et de bonne volonté. C'est complètement documenté d'ailleurs. Mais on n'a pas voulu de cette paix. Alors la paix suivante, elle sera bien plus moche. Est-ce que Trump, qui vient d'être élu sur le fait d'arrêter la guerre en Ukraine, ce qu'on peut évidemment que soutenir, parce que on ne peut pas souhaiter plus de morts et plus de destruction. Trump, il essaye de mettre fin à ce conflit. Et c'est clairement l'Ukraine qui va payer les pots cassés. Ils vont se faire amputer d'un tiers de leur territoire. Bon, ben voilà, mais il va devoir être le président qui vend au peuple et qui rend public le fait que cette guerre a été perdue contre la Russie. D'accord? Donc ça, c'est pas facile, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais ça veut dire, alors, on va couvrir pourquoi il fait ça et puis comment est-ce qu'il essaie de le faire. Alors, ce qu'il essaie de faire, à mon avis, c'est de sortir la Russie des BRICS parce que la Russie, elle a une grande frontière commune avec la Chine. Hein. Ils n'ont pas envie qu'il y ait trop de Chinois en Sibérie. Donc, c'est toujours bien, en fait, de tendre l'élastique entre deux pôles. Donc, il essaye de retomber sur ses pieds avec la Russie parce que l'Ukraine, c'était quand même une guerre par proxy entre les États-Unis et la Russie, ce qui est évidemment jamais une bonne nouvelle parce qu'ils ont tous l'arme atomique. Donc, c'est très bien qu'ils fassent la paix.
on est à fond content que les États-Unis se rabibochent enfin avec les Russes. D'accord? Pour ceux qui ne sont jamais allés en Russie, c'est un pays merveilleux. Les US aussi, mais la Russie, c'est vraiment un super coin. Donc, il faut arrêter avec tous ces fantasmes et puis il faut faire la paix et il faut remettre en branle Nord Stream 2. Ça va aider l'industrie allemande, etc. Pour l'Europe, il n'y a que à gagner au fait que la Russie se rabiboche en fait avec les États-Unis. Ça fera une guerre en moins. La guerre, ça n'a jamais rendu riche. Et puis, le grand sujet de Trump, ça va être la Chine, donc Taïwan. Et tu ne peux pas te taper un front ici et un front là. Donc, en fait, il faut clore ce chapitre. Et si on le regarde comme ça, en fait, si c'est pour préparer la vraie rivalité qui est celle avec la Chine, que d'une certaine manière, ils ont pas déjà perdu, mais disons, c'est pas tout à fait clair qu'ils vont y arriver, même sans se taper la Russie en parallèle. Donc, du coup, pour pouvoir se concentrer sur la Chine, il faut clore ce truc. Et au niveau des BRICS, donc, dont la Chine et la Russie font partie, si Trump il arrive à créer un moins grand fracas ou une petite alliance avec la Russie, ça va un peu ralentir les BRICS aussi. D'accord? Donc, il gagne sur les deux tableaux. Donc, c'est malin ce qu'il fait. Et je pense que là, on assiste mais à une refonte des alliances géopolitiques globales, mais qui est absolument ahurissante. Ça va vite. Personnellement, je ne comprends pas du tout la logique des Européens qui voudraient bien qu'on y aille, qu'on s'achète tous un fusil en bois et qu'on y aille. Ça m'a l'air insensé. Ou alors, ils n'osent pas dire aux gens qu'en fait, cette guerre, elle est déjà perdue depuis un moment. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Il y a des gens très compétents, les militaires, le colonel Jacques Beau, Caroline Galacteros, etc. Il y a des tas de gens, en fait, dont c'est le métier qui l'explique. John Mersheimer. Enfin, il y a des tas de gens qui le disent depuis pas mal de temps. Qui sont de Duran. Donc, toute une série alors, c'est beaucoup en anglais, T'as mais. entendu cette histoire-là? Apparemment, les Russes, ils ont utilisé un pipe justement que l'Ukraine avait arrêté Ouais, pour reprendre Souja et tout. Là, ils ont mis ouais, j'ai entendu. 800 soldats, un truc comme ça. Mais oui, mais ils n'en font pas tout un cirque. Tu vois, les Russes, ils causent peu, mais ils sont bons. Ouais. Ils ont envoyé des mecs dans un pipeline abandonné pour passer derrière le front et puis, et puis reprendre ce territoire. Ils ont été patients. Les Russes, ils sont beaucoup plus malins, en fait. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de mettre fin à l'appareil militaire ukrainien pour pacifier l'Ukraine et la rendre neutre. C'est ce qu'ils font. En fait, ils vont pas Mm. s'arrêter comme ça. En fait, ils gagnent la bataille, ils continuent à progresser. Plus les semaines passent, plus ils prennent de terrain. C'est pas parce qu'ils veulent du terrain. D'ailleurs, c'était rigolo. Poutine, il en parlait dans un discours, puis il disait mais la Russie, c'est déjà le plus grand pays du monde. On a besoin de plus de place. Hein. C'est pas l'enjeu. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir une frontière qui soit un peu pacifiée. Et ça, je le crois. Et ils sont très sensibles au traitement qui est réservé aux populations de souche russe qui parlent en russe. Dont d'ailleurs les accords de Minsk 1 et 2 étaient censés régler ce problème, ils n'ont pas été appliqués ni par la France ni par l'Allemagne. Et d'ailleurs, Macron et Merkel ont dit qu'en fait, ils avaient signé cet accord uniquement pour gagner du temps, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée, parce que ça veut dire qu'ils prétéritent leur parole future et la parole des futurs leaders européens d'avance. Donc, c'est, à mon avis, pas très fin joué. C'était Hollande, je crois. Hollande qui avait dit ça. Il a Ouais, dit que mais, c'était du pipeau, en gros. ouais, mais si tu veux, c'est une suite qui montre en fait que l'Europe n'est pas un partenaire fiable et qui Absolument. communique sur la législation du loup. Donc, si tu veux, il faut avoir aussi un tout petit peu le sens du timing, le sens des priorités. Et là, l'Europe, elle est vraiment mal partie. Hein. La seule chose qu'on a fait pour le moment, c'est qu'on a dit qu'on allait mettre 800 milliards pour la défense. Mais on va faire un exercice, Younes. Nous, on va dire qu'on va mettre, on mettrait combien? 100 millions pour l'amélioration de ce podcast. On peut le dire. Bon, il ne va rien se passer. Mais, Sachant qu'on sait pertinemment qu'on les a pas. mais C'est ce que oui, tu veux dire, quoi, ouais, déjà. c'est ça. Mais on peut le dire, Ouais. tu vois. Bon, c'est abusé ils font vraiment ça et qu'ils n'ont aucune source de financement derrière, aucun plan. Parce que derrière, ils disent ils veulent prendre Moi, je pense l'épargne que des Français, l'épargne des les Européens qui est plus élevée que celle des Américains. gens ne se Donc laisseront peut-être pas faire. derrière, J'y crois pas une seconde. Le truc, c'est que maintenant, les réseaux les gens sociaux, se ça existe. révoltent. Mais bien sûr, ils vont pas se laisser faire. Ils n'ont aucune Tu as vu chance. d'ailleurs ce que tu m'as envoyé la vidéo, il y a plein de gens qui descendent dans la rue pour Mhm.
pour refuser le fait qu'on envoie leurs enfants en Ukraine et tout. Hein. Mais bien sûr. Mais tu as envie d'envoyer. Mais bien sûr que non. C'est clair. Tu sais, c'est Michel Serres qui définissait la guerre. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répète, c'est un philosophe qu'il faut lire. La guerre, ce sont deux vieux monsieur qui se connaissent, qui décident d'échanger leurs jeunes, qui ne se connaissent pas. C'est pas un bon truc. C'est pas un bon truc. Il faut pas le faire. C'est pas bien. Donc maintenant, il faut calmer les choses. Et moi, je te dis, je pense la seule explication plausible que j'arrive à imaginer, c'est que les mecs, ils sont là, leur boulot, c'est de faire des discours. Donc déjà, quand tu fais un discours, tu veux annoncer un truc qui claque, quoi. Si par exemple, imagine, nous on fait un podcast qu'on dit, bon les gars, aujourd'hui, rien spécial, RAS. C'est pas. Merci, ciao. Donc, en fait, quand tu annonces quelque chose, il faut que le chiffre soit important, il faut que ça claque, il faut que ça donne l'impression que tu vas résoudre un problème. N'est-ce pas? Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font ces dernières semaines et ces derniers mois? Ils annoncent des chèques. Chèque en blanc. Bah oui, ils sont blancs. Et puis, d'une part, les chèques sont blancs. D'autre part, en fait, ils résolvent la plupart des problèmes au faux niveau. Si tu veux pas avec le bon, il faut résoudre le problème au bon niveau pour qu'il ait une chance de s'effacer. Ils le font clairement pas. Et en fait, bah, tu te sens bien sur le moment. Et moi, je pense que là où ils dérapent psychiquement, si tu veux, c'est que toutes ces alliances changent. En fait, le monde est en train de changer réellement rapidement, mais vraiment. La manière de faire la guerre est en train de changer, la technologie est en train de changer à toute vitesse, la taille moyenne des entreprises va changer. Ça va être, moi je trouve ça passionnant, mais disons c'est un temps de grand changement, dira-t-on. Alors si tel est le cas, ça veut dire qu'il faut s'adapter. Et puis ça veut dire qu'en fait faire des discours creux, tout d'un coup ça marche plus. Donc en fait tu fais de plus en plus de discours creux à intervalles de plus en plus réguliers parce que ton expérience personnelle, c'est que tu règles les choses en faisant des discours. C'est pas vrai. C'est faux. Il faut avoir une ligne, il faut avoir une analyse de la situation, puis il faut préparer un plan que les populations sont d'accord d'implémenter. Et je pense que comme le refuge psychique depuis longtemps, c'est le discours creux, ben, on fait plus de ça. Tu vois? Ouais. Mais du coup, tu peux avoir ce décalage justement avec la population et puis peut imaginer des guerres civiles, ça continue. S'ils commencent à prélever sur l'épargne, ils envoient des personnes de force à aller faire la guerre. Disons que si ça se perdure et tout, ça peut. Enfin, les gens vont pas se laisser faire. Hein. Oh, mais là, l'Europe explose. Malheureusement, C'est une bonne que ça. C'est sûr qu'elle ne survivra pas. Hein. Comme il disait, l'Europe, c'est la paix. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien les slogans, mais il faut faire gaffe parce que quelques années plus tard, tout d'un coup, c'est un peu moche. Hein. Parce qu'on est quand même passé de l'Europe, c'est la paix, à maintenant, l'Europe, c'est la guerre. Ouais. Tu vois? Mais je crois ils ont un peu pété un plan, comme tu dis, les Macron, les von der Leyen, etc. Ils se prennent un peu pour les Napoléon 2.0, comme quoi ils veulent avoir leur nom inscrit dans les manuels d'histoire, etc., etc. Ouais. Le truc, c'est que Napoléon, c'est hyper classe, il a écrit sa propre histoire, mais il était à cheval. Tu vois, je veux dire, les temps ont changé. Napoléon, il y a des batailles qu'il a perdues, puis il racontait sa propre histoire. Il disait non, mais là, en fait, on a gagné, il n'y a pas de problème. Il a aussi fait sa légende comme ça. À l'époque, tu pouvais. Je pense qu'on a fondamentalement changé de siècle. La manière de communiquer, les moyens de communiquer, le fait que tout le monde soit équipé d'un téléphone, le fait que maintenant le secret ça existe plus tellement parce qu'en fait des analystes compétents sur la plupart des sujets tu les trouves, les grands professeurs d'université, les grands géopolitologues ils s'expriment, tu as accès à eux. Avant il fallait aller dans le département de je sais pas quelle grande université aux États-Unis et leur parler, tu pouvais pas savoir, maintenant tu sais. Alors je dis pas que tout le monde sait tout et tout le monde suit tout, mais encore une fois encouragement aux auditeurs, apprenez l'anglais parce que la bonne info elle est en anglais. Et vous multipliez les sources, vous écoutez tout le monde, ça permet de se faire une idée. C'est vraiment déjà, d'une part, extrêmement stimulant et passionnant. Mais le truc, c'est que tu ne peux plus diriger de la même manière. De la même manière que tu ne peux pas diriger une entreprise de la même manière à l'époque où tout le monde peut tout savoir. Tu vois?
Et justement, peut-être pour finir sur l'aspect d'Elon Musk là, qui a des problèmes aux États-Unis, enfin, ça va aussi toucher Trump. Est-ce que tu penses que, ils vont essayer de les tuer ou continuer à les déstabiliser parce que on peut aussi imaginer qu'ils ne les laissent pas bosser tranquillement parce que ça devient assez compliqué avec cette attaque quand même où ils ont dit que c'était des IP Mhm. ukrainiennes, que c'est le gouvernement. Donc Starlink offre, il y a 50 millions qui sont payés, je crois, par la Pologne. Et je crois que justement, Musk, il a dit, tais-toi petit homme, tu payes qu'une partie, a tiny Ouais, fraction of the price et tout. Donc, enfin voilà, ouais. Starlink offre Internet. Ils l'ont coupé d'ailleurs maintenant aux forces ukrainiennes. Et puis, Mhm. de l'autre côté, il se fait attaquer. Donc, Alors, ça devient compliqué. bon, moi, je me réjouis de voir si l'action de Trump, d'Elon Musk, elle arrive à se pérenniser. C'est un truc, c'est un exercice super Quelle action intéressant, tu hein. parles? Ben, De le quelle fait action qu'il tu parles? fait, en fait, Musk, il fait une grande réorg du gouvernement. Ah oui, le Dodge, ok. C'est Ok, une ok. réorg. En fait, je ne sais pas combien ils ont de fonctionnaires aux États-Unis. Il faudrait qu'on fasse une émission entière. Mais enfin, bref, c'est un truc. Puis il faut bien s'imaginer qu'en fait, des administrations qui accumulent des postes, tu fais des nominations. Parce que, par exemple, si toi, tu deviens un politicien de haut rang et tout, j'espère bien que tu vas me nommer à un poste de complaisance, Younes. Hein. Mais bien sûr, Mais on s'entend bien de sûr. complaisance. Hein. Sans CV. On se fait un texto par semaine, mais c'est plein pot, retraite à vie. Donc, en fait, les gens qui font de la politique, en fait, ils font ça. Pas dans l'exagération que je propose là, mais disons, c'est pour faire rire. Mais c'est bien sûr, bien évidemment, quelque chose qui existe. Donc, ça veut dire qu'en fait, souvent, les États, en fait, ils grandissent et puis ils grandissent de leur propre poids. Puis, une fois que tu as des gens, ben, il faut avoir plus de gens pour avoir plus de pouvoir et plus d'importance, etc., etc. Ça s'accumule. Et puis, il y a déjà eu des réorgs comme ça dans les gouvernements, mais c'est très difficile de réorganiser un État. Hein. Et je ne sais pas si sa méthode va marcher. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. On en a. Alors, il publie en fait sur X tout ce que Dodge fait, mais on n'a pas non plus une connaissance précise de l'organigramme de l'État américain. Tu vois, c'est quand même beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est que je reviens au sujet sur les tarifs. Dans ce graphique que je regardais sur les, la contribution au PIB en Suisse, en fait, j'étais époustouflé de voir que l'administration publique, c'est le numéro 2. En fait, c'est 11% Waouh. du PIB. C'est juste après wholesale trade, donc le trading et la vente internationale. Donc, ça veut dire que l'État, en fait, c'est le deuxième contributeur plus gros et c'est donc 2 fois plus gros que les banques. En termes de contribution au PIB, tu vois, c'est Énorme. énorme. Bien plus gros que la santé. La santé, c'est 8%. Ouais. Ce qui est déjà énorme, hein, mais tu vois, donc c'est absolument énorme. Et je serais très curieux. Moi, ma prédiction, c'est que les generative AI, les LLM, tous les progrès qu'on fait en fait dans les développements informatiques, ça va imposer en fait une transparence et un dialogue avec les données de l'État où en fait on pourra aller consulter à quoi l'argent est utilisé. Et ça va être un problème pour l'État, un gros problème. Et je pense qu'ils devraient anticiper ça. Ils vont le laisser pour le suivant, mais ils devraient anticiper ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison, tout comme dans une entreprise, tu peux faire des réorganisations qui sont Mm. pensées, qui sont douces, où tu réalloues les ressources à d'autres endroits où elles sont mieux allouées. Et je pense que l'État y échappera absolument pas. La Suisse ne s'en rend pas compte parce qu'on est toujours un peu en retard et lent à la digitalisation, mais je pense que c'est ce que les États-Unis font. Ils essayent de faire de l'État américain un État plus efficace. Là où on n'a pas la réponse, mais je suis ça avec passion, c'est d'essayer de comprendre si ce, ce changement ou cette réorg sera pérenne ou pas. Tu vois, Oui. suivant comment tu t'y prends, en fait, tu as un effet d'annonce, après ça retombe et puis tu n'as pas fait évoluer le système. Donc ça, Moi, je pense que ça va être pérenne. Pourquoi? Enfin, déjà, le site, c'est doge.gov. Donc, si Mhm. les gens veulent aller dessus, il y a toutes les annonces. Et pourquoi ça va être pérenne? Parce que ça va être fait vraiment. Enfin, ils vont vraiment beaucoup divulguer de choses.
Et puis, comme ça va être fait, tu vois, sur des logiciels, sur de l'IA et tout un peu, tu vois, cette manière de décentraliser et puis de mettre tout en avant maintenant, là, ils ont 4 ans pour le faire. Ils ont déjà économisé je ne sais pas combien de choses. Donc, même si on imagine dans 4 ans, c'est un démocrate, le fils Hunter Biden, qui devient président. Écoute, on verra. Moi, on verra. C'est hyper bien qu'ils se lancent là-dedans. Comme ça, les autres États du monde peuvent les examiner pour voir et améliorer la méthode. Mais je ne doute pas que Sauf s'ils prennent une balle, les deux. Oui, alors bon. Ça, ils ne sont pas à l'abri. Hein. Franchement, c'est toujours possible. Bah, écoute, moi, je trouve que l'exercice. Il a ouvertement critiqué Soros. Hein. Il le critique souvent et tout. Donc, tu vois. Oui, mais bon, il est libre de s'exprimer, en fait, ça c'est égal. Moi, si je regarde vraiment, on est obligé d'admirer ce mec pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris. Hein. Je ne vais pas défendre tout ce qu'il fait, mais c'est quand même quelqu'un qui fait fonctionner les choses. Et je suis très curieux de voir s'il arrive à appliquer ces méthodes en fait, à l'État. Je pense que ça va ouvrir un chemin nouveau. Et je me réjouis qu'on fasse le même exercice sous nos latitudes. Il faut juste qu'il se calme avec l'extrême droite. Oui. Je trouve c'est un petit peu. Mais, il commence à déraper là-dessus, quoi. Ouais. Non, mais là, il délire. Mais c'est pas. Si tu veux, dans une même personne, tu peux avoir quelque chose de formidable. Ah oui. Et un autre truc complètement sot. C'est pas. Les deux sont la vie, c'est ça. La vie, c'est gérer des paradoxes. Gérer une entreprise, c'est gérer des paradoxes. Les êtres humains sont paradoxaux, c'est comme ça. Et puis, c'est un gars très particulier. Il n'y a pas besoin d'admirer en fait ses vues politiques et tout ce teint de soin qu'il met en Europe. Moi, je l'avais dit d'ailleurs, je pense qu'il n'a aucune sensibilité à l'histoire européenne et aux concepts avec lesquels il joue. Nous, comme Européens, on n'y va pas. On sait que ce n'est pas une bonne idée. Lui, il se le permet, mais je pense que c'est un manquement en fait qu'il a. Et il dit évidemment des âneries de ce point de vue-là, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tout est faux. Imagine si nous, une fois, on dit une ânerie, alors après, on n'est plus crédible. C'est trop difficile comme exercice. C'est vrai. Tu vois. Donc, ce que je trouve intéressant dans ce moment, en fait, c'est d'observer comment Dodge va permettre d'amener un sain rafraîchissement au sein de l'appareil d'État américain. Et je pense que tous les États du monde vont regarder ça et qui vont appliquer les mêmes choses, ou les gens qui ne sont pas encore élus. Donc ça, c'est un tips pour les politiciens qui sont en poste. Préparez-vous. Pascal, je te remercie. Donc, Key Takeaway, Danse avec les loups. Très bon film, Kevin Costner, à regarder. Tous les concerts de Johnny Hallyday à analyser du début à la fin pour en fait voir si effectivement on part d'un haut, on arrive dans un plateau et on remonte à la fin. Très important. Et Grok, puis, Replit, Lovable. Voilà, acheter une Tesla de toute urgence pour soutenir Elon Musk avant que les tarifs soient imposés, de toute urgence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a à peu près fait le tour. C'est bon, voilà. C'est pour ceux qui avancent la vidéo jusqu'à la fin. On les remercie, on les embrasse. Merci et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Ciao Younes. Ciao.